L'idée aujourd'hui est vraiment d'installer ce comité. Et puis ensuite, monsieur le maire, je vous remettrai en quelque sorte les clés de cette gouvernance, car la procédure, les textes prévoient que le préfet installe et ensuite s'en remet en quelque sorte, en tout cas remet la responsabilité de la gouvernance de ce comité partenarial. On voit bien cet après-midi au maire et au président de l'agglomération qui pilote le projet. C'est un choix du gouvernement. Je pense que ce comité est quasiment un comité de mission. La mission qui nous est donnée, elle doit être, j'y reviendrai, exemplaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'à travers l'exemple de Saint-Dié-des-Vosges puisse s'incarner une volonté politique plus globale et nationale. Je parle de comité de mission parce que c'est au résultat qu'on nous jugera. Il ne faut pas créer un comité de plus, il faut qu'on avance vite. On a fait un certain nombre de constats, notamment celui que la question du logement en centre-ville était une question qu'il fallait résoudre et à laquelle il fallait s'atteler avec beaucoup d'ambition. Ce constat évident que plus on a de monde qui habite en centre-ville et plus la consommation s'y exerce. Or, sur une rue comme la Routière par exemple, on a un quart des logements qui sont vacants. Si on s'était attardé, et on l'a fait dans la première version du programme sur la rue d'Alsace, on serait probablement arrivé au même constat. Et de fait, les logements, en particulier dans la partie reconstruite de la ville, mais c'est vrai aussi dans la petite partie 19e siècle qui a été préservée, sont peu adaptés aux deux types de personnes qui peuvent être intéressées le plus à s'y installer, soit des gens qui sont relativement âgés parce que les logements sont peu accessibles, mal isolés thermiquement et phoniquement, soit les plus jeunes parce que souvent les surfaces ils sont là aussi mal adaptées, les équipements mal desservis. On a très peu d'étudiants qui habitent en centre-ville à Saint-Dié-des-Vosges alors que cette ville compte 850 étudiants. Et donc l'intérêt de les ramener dans le centre doit également être un fil rouge de nos réflexions. Donc la question du logement, la question du patrimoine aussi, puisque l'ensemble des réflexions que nous serons amenés à mener dans cette ville, et en particulier dans la partie reconstruite, mais c'est vrai aussi de la rive gauche, doivent être liées aux réflexions que nous menons sur la création d'un secteur patrimonial remarquable, peut-être pluricite entre Saint-Dié-des-Vosges et les autres territoires, avec cette nécessité pour nous, à travers la rénovation notamment de ces logements, cette nécessité donc de structurer une filière économique qui soit durable et pérenne, qui a déjà été en grande partie stimulée par la politique habiter mieux bien sûr et désormais héberger mieux, mais qui demande à être renforcée, et la nécessité aussi de faire quelque chose qui soit exemplaire, je le disais, dans un territoire dans lequel les communes reconstruites ne manquent pas. Et plus largement au niveau national, on a bien compris qu'une des raisons du choix de Saint-Dié-des-Vosges, c'est que la notion de centralité s'y incarnait dans la pierre de façon particulièrement spectaculaire, et que c'était peut-être l'une des raisons du choix de ce spot mis sur notre ville et sur ce programme au plus haut niveau de l'État. Je parlais de devoir d'exemplarité, je pense qu'il faut aussi, dans l'ensemble des initiatives que nous aurons à conduire en faveur du commerce en centre-ville, en faveur du logement en centre-ville, en faveur d'une voirie qui aménage mieux la coexistence pacifique entre les différents types d'usagers en centre-ville, nous devons aussi réfléchir à la question territoriale. Je sais que le ministre de la cohésion des territoires il est très attaché, et j'ai émis le souhait à plusieurs reprises que dans le cadre du programme que nous aurons à conduire ensemble, nous puissions imaginer des actions d'équilibre, ou en tout cas travailler à la question du lien entre les autres pôles de services présents dans l'agglomération. Je pense bien sûr au premier chef à Raon-l'Étape, mais aussi à Senones, à Fraise ou à Corcieux par exemple, et la ville-centre. C'est un point extrêmement important et qui ne pourra pas se réduire aux aménagements déjà prévus et inscrits au contrat de plan État-région de la gare. Donc il faudra qu'on trouve là une façon de coordonner les choses, de faire bénéficier l'expertise qui sera constituée à travers ce programme Action Cœur de Ville à l'ensemble du territoire de l'agglomération et en particulier à ses pôles de service. Et c'est un petit peu déjà dans ce sens que nous allons, puisque nous avons fait le choix dans le cadre d'un appel à projet qui avait été lancé conjointement par l'État et le département pour la redynamisation des bourgs-centres, de recruter nous-mêmes, et non pas Ville de Raon-l'Étape, le chargé de mission qui sera chargé de porter ce projet pour Raon-l'Étape, parce que nous estimons que la redynamisation de Saint-Dié-des-Vosges doit pouvoir apporter aux autres pôles de service
des réflexions et de la compétence. Je parlais d'exemplarité, c'est vrai aussi en termes de rapidité d'exécution. C'est vrai que le déplacement du président de la République, il faut bien le dire, nous a amené une accélération assez spectaculaire dans un programme sur lequel nous imaginions au départ, Monsieur le Préfet, pouvoir réfléchir tranquillement en 2018 et passer à l'action en 2019. Évidemment, les choses ont un petit peu changé. La nécessité de voir des projets sortir de terre rapidement est désormais extrêmement aiguë. Et donc, ça a supposé de notre part, y compris dans mes équipes, une réorganisation qui a commencé pour l'échelon politique, puisqu'il y a désormais une adjointe qui est entièrement dévolue au programme Action Cœur de Ville, qui réunit l'urbanisme, la question du commerce et de l'artisanat. Madame Chauveau, qui est passée des écoles à cette question, mais qui saura faire preuve de toutes ses qualités. Et puis, dans les recrutements, Monsieur le Préfet, je suis sûr que l'État sera assez indulgent avec la rapidité qu'il exige de nous, et notamment dans la parution, les délais de parution des fiches de poste, puisqu'on a déjà identifié un certain nombre de personnes qui pourraient se mobiliser, qui sont présentes dans la salle, et que peut-être que le degré d'efficacité demandera qu'on soit relativement souple. Vous savez, moi je suis rentré dans le corps préfectoral sur un malentendu, je suis rentré dans le corps préfectoral en croyant que j'allais, comment dirais-je, contrôler l'application des lois et règlements. Je m'aperçois que je passe mon temps à faire le contraire. Enfin, j'ai bien entendu votre message. Voilà, donc qu'on puisse effectivement avancer rapidement sur cette question. Et surtout, vos services auront l'occasion de le dire, que nous sommes dans la nécessité de signer vite les documents cadres et pouvoir déployer un programme qui se déploiera jusqu'en 2023, 2024, 22, 23, au moins 22. Alors ça a aussi supposé que dans le programme d'investissement de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, il y ait des modifications. On en a parlé avec la majorité au conseil municipal vendredi, dès cet exercice budgétaire, pour qu'on puisse tout de suite faire sortir certaines opérations de terre. Et je le précise tout de suite, puisque le président de l'association des commerçants de la rive gauche est présent, rive gauche et rive droite, sur les deux côtés de la Meurthe, y compris avec des réserves foncières importantes qui vont être constituées sur la rive gauche pour pouvoir aménager, renforcer le caractère étudiant du pôle situé autour du pôle virtuel. Voilà. Donc moi je me réjouis de cette installation, je me réjouis de l'accompagnement de l'État sur ces projets. Et je précise une dernière chose, je sais que c'est très important pour tous ici, que la ville et l'agglomération cheminent de concert sur ce dossier. Nous sommes plutôt dans une perspective de faire porter l'ingénierie par l'agglomération précisément dans cette question de mutualisation, de réflexion, d'atelier, et plutôt les investissements par la ville, en tout cas majoritairement à ce jour. Mais c'est un symbole qu'à l'agglomération, les villes qui suivent ce dossier soient le maire d'une petite commune, pas très distante de Saint-Dié certes, mais petite commune, un maire qui s'est illustré sur le terrain de la revitalisation rurale de façon particulièrement exemplaire, avec des enjeux énergétiques que chacun connaît ici sur l'éolien. Et donc merci à toi Bernard de t'être mobilisé, d'avoir accepté cette charge au sein de l'agglomération. Voilà. J'ai à peu près tout dit, donc vous voyez, j'ai encore, les clés ne sont pas encore complètement dans ma poche, mais elles sont déjà je le vois bien, la poche est prête. Et on va avoir à tous travailler très rapidement et de façon très concentrée pour définir ce programme et le préciser par rapport à ce qui a été présenté au président de la République. Alors ce projet global de redynamisation va être décliné sur des axes thématiques et transversaux. Donc nous avons 5 axes. Donc la réhabilitation, de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville. Monsieur le maire a beaucoup insisté sur la question du logement. On a un enjeu fort sur le centre-ville en termes de rénovation énergétique des logements. Favoriser le développement économique et commercial équilibré. Axe 2. Axe 3, toute la question de l'accessibilité, de la mobilité et des connexions. Axe 4, mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine. Nous avons ici évidemment une question patrimoniale très importante puisqu'on est dans une seconde reconstruction après-guerre. Et d'ailleurs en ce moment se déroulent les rencontres de Saint-Dié-des-Vosges sur architecture et urbanisme de la deuxième reconstruction en France,
protéger, valoriser, intervenir. On est complètement dans le sujet. Ce sont 3 jours, là, du 22 au 24 mai, pour aussi bien faire comprendre aux habitants qu'ils habitent en fait dans un patrimoine exceptionnel, hein, labellisé 20e siècle. Axe 5, fournir l'accès aux équipements, aux services publics, à l'offre culturelle et de loisirs. Sous ce chapitre, nous avons bien sûr le projet emblématique de la boussole qui a été présenté au président de la République lors de sa venue. 3 sujets transversaux sont bien sûr à intégrer dans tous les sujets, la question de l'innovation, la question du numérique et bien sûr l'animation des centres-villes. Donc cette stratégie globale et partagée du développement de la centralité de l'agglomération est le sujet de ce projet. Démarche concertée qui va mobiliser un grand nombre d'acteurs et de moyens, et nous avons ici déjà autour de la table dans le comité de projet un nombre important de partenaires. Donc les grands partenaires nationaux du programme, l'État, vous-même, Monsieur le Préfet, vous le représentez bien sûr, les services déconcentrés, la Caisse des dépôts, l'ANA, l'Action Logement en rue, les régions et les départements. Donc les modalités de participation vont être définies, c'est piloté au niveau région par la préfecture de région Aix-en-Gare. Nous avons des réunions très périodiques et sur ce sujet, pour que ce soit bien articulé, comme en poupée russe en fait, hein, un système qui est bien cohérent. Et bien sûr tous les autres partenaires publics et privés qui peuvent être mobilisés sur certains aspects du projet. Nous avons les chambres populaires, je crois qu'il y a la CCI qui est représentée. Voilà. Voilà. Les agences et les établissements, le PFL qui est là également, les bailleurs sociaux, et puis les fédérations ou des associations en lien avec l'un ou l'autre des objectifs du programme. Donc ce programme il est rythmé par une convention modulaire qui va s'adapter à la vie des projets et aux enjeux locaux. Donc dans un premier temps, la convention cadre pluriannuelle, qui sera donc d'une durée d'engagement jusqu'à fin 2022, qui est structurée en 2 phases. Une première convention cadre initiale, et je crois que la ville et la communauté d'Agenot est très allante pour pouvoir la conclure assez rapidement. Donc on va exposer les enjeux, les objectifs, lister les partenaires, lancer des compléments d'études et engager des actions majeures dès 2018, notamment sur le thème On refait la rivière. Et bien sûr, on procédera à des avenants, approbation du diagnostic et du projet stratégique, et bien sûr lancement du plan d'action à travers ces différents avenants, puisque nous avons également une autre initiative qui est en cours sur le territoire, qui sont les ateliers du territoire, justement, voilà, la démarche atelier du territoire, qui a été lancée juste quelques jours avant l'arrivée du président de la République, et qui va croiser harmonieusement le patrimoine, le commerce et l'habitant. Et donc sont concernés là, bien sûr, Saint-Guy-des-Vosges, mais aussi les pôles que citait M. le maire, État, Fraisse, Quintin, Corcieux, Senon, Provenchal et Colroy. Et cette démarche, elle doit se dérouler là en ce moment. On a les prochaines étapes, c'est le 30 et le 31 mai, avec des déambulations dans la ville, justement pour recueillir la parole aussi des habitants. Et cette démarche viendra compléter ces réflexions de notre projet Action Cœur de Ville. Voilà, une convention vivante et modulaire, hein, vous l'avez comprise, complétée à l'issue de cette phase d'initialisation par cette description du projet avec sa stratégie globale, son plan d'action, son calendrier, le budget, complétée par des fiches actions, bien sûr, au fur et à mesure de leur formalisation, signées par tous les partenaires impliqués, et bien sûr co-signée par la ville-centre et l'intercommunalité, les partenaires du programme. Voilà, on est complètement dans ce rythme-là. Donc aujourd'hui se tient le premier comité de projet, c'est donc l'installation aujourd'hui. Dans cette phase d'initialisation et de signature de la convention, il s'agira de collecter l'ensemble des documents techniques qui vont appuyer la mise en place de la convention de cadre. Cette collecte devra effectivement être partagée avec la transmission des documents aux différents partenaires impliqués. Donc tout cela va servir à préparer la rédaction de la convention cadre. Alors la date butoir qui est on va dire, attendue, c'est le 30 septembre de cette année. Après, si on peut être plus rapide sur l'élaboration de la convention et la signature de cette convention, voilà, ça sera une bonne chose. Ce projet de convention sera transmis aux référents des services de l'État et aux partenaires afin d'apprécier le respect des attendus de ce programme Action Cœur de Ville. Et la convention avant signature devra être présentée aux assemblées délibérantes de la commune et de l'intercommunalité. Voilà.
Au niveau national, nous devons faire remonter une première liste d'opérations d'ici le mois de juin et nous aurons un comité qui va examiner ces opérations et qui pourrait se positionner tout début juillet. On va apprendre en marchant et en fonction des opérations qu'on nous proposera, nous allons calibrer nos modalités d'intervention. Le sujet Action Cœur de Ville, c'est un sujet de transformation, d'évolution, non pas de mutation, en tout cas d'évolution des périmètres et des urbanités, et qu'évidemment, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent se travailler dès maintenant. Pour autant, d'autres ont vocation, mais je sais à quel point Monsieur le maire y est attaché, à être travaillés pour être le plus en phase possible avec la manière dont les urbanités auront vocation à évoluer. Ce n'est pas une logique de guichet, Action Cœur de Ville, c'est vraiment une logique d'accompagnement d'une évolution et d'une transformation de la ville. Le deuxième point, et vous étiez présent, et je sais que vous aviez apprécié, c'est qu'on le fera aux côtés de l'État, parce qu'évidemment, nous ne sommes qu'un des agents accompagnateurs du dispositif, mais on veillera à partager tout ce qu'on a la chance de pouvoir capitaliser. Et sur le territoire national, c'est vrai qu'un certain nombre d'expérimentations ont vocation à pouvoir essaimer et être dupliquées, et ça, on mettra beaucoup d'énergie à pouvoir le partager. Et puis la troisième chose, évidemment, c'est aussi la capacité à essayer, je dis bien essayer, mais on voit bien que sur un certain nombre de périmètres, les choses se mettent en place, à essayer d'y associer du privé. Alors je ne vais pas utiliser le vocabulaire public-privé au sens premier du terme, je vais juste simplement rappeler qu'une des modalités d'intervention avec les dépôts, c'est de venir en prêt renouvellement urbain aménagement, ce qui est exceptionnel, dans les périmètres des opérations de revitalisation territoriale, et qu'à ce titre, on pourra financer des opérateurs privés. Et donc on peut imaginer, et c'est déjà le cas sur certains sujets, on en a 12 en Lorraine, on peut imaginer que des acteurs privés auront intérêt, vocation peut-être à accompagner la démarche. Et ça, on accompagnera les collectivités pour créer des vocations et de l'émulation sur les projets. On est sur effectivement 1,7 million de crédits fléchés Caisse des dépôts au niveau national, 1,7 milliard, dont 700 millions d'euros de prêts, donc comme M. de Rugéris l'a rappelé, le PRUAM spécifique pour un certain nombre d'opérations. Le reste, ça va être de l'intervention en fonds propres. Donc une petite partie, 100 millions d'euros sur de l'ingénierie, donc de l'accompagnement en ingénierie qui peut être soit sur une phase de diagnostic, soit une phase pré-opérationnelle ou opérationnelle d'un projet, sur un certain nombre de composants dont la méthodologie. À un moment donné, ça peut être les conditions techniques, économiques, juridiques de réalisation d'un projet, voire un accompagnement méthodologique pour la mise en cohérence d'un certain nombre de projets. Donc, sachant qu'il y a 50 millions, décidément, je divise tout par 10, 50 millions pour l'ingénierie, 50 millions pour l'ingénierie qui a plus vocation à être fléchée sur tout ce qui est innovation, que ce soit numérique, d'usage, sociétal, etc. Donc quand on ramène, sans que ce soit une règle mathématique, au nombre de candidats, donc les 222 villes, on a à peu près un budget de 200 000 € par ville à chaque fois. L'idée, c'est d'essayer de voir avec vous aussi dans les dispositifs qu'on va vous présenter. Donc elle a fait une petite litanie de dispositifs généraux. On n'a pas la déclinaison encore précise de l'ANA dans les détails financiers. Mais ce qui est important, c'est de regarder les marges de manœuvre qu'on aura à créer au travers d'Action Cœur de Ville, des dispositifs qui ne sont pas activés dans le département, sachant que globalement, sur la région de Grand Est, le dispositif ANA est sous-employé. Donc on a une place existante à l'initiative, à l'innovation, à l'expérimentation qui permettrait sans grande difficulté d'aller chercher un certain nombre de subsides, et notamment sur les questions de convergence et de cohérence à l'échelle du territoire, donc du projet, mais plus largement des différentes initiatives, que ce soit Atelier des territoires de façon plus large, ou que ce soit la création et la constitution de l'agro. Bon voilà. Et donc pour ça, l'interlocution des trois sujets d'ailleurs, PLU, SCOT, PLU, IH, Atelier Cœur de Ville, et puis le dispositif Atelier des territoires et Cœur de Ville, Laetitia, c'est votre correspondante locale. Promouvoir le développement et la qualité du parc d'habitat privé avec plusieurs grandes priorités dont les plus prégnantes, si je puis dire, c'est la lutte contre l'habitat indigne et l'habitat dégradé, et puis la lutte contre la précarité énergétique. Il y a d'autres axes aussi pour lesquels l'ANA intervient, c'est le traitement des copropriétés en difficulté. Donc là on est quand même sur des grosses copropriétés.
et puis l'adaptation des logements au vieillissement et puis au handicap. Donc le budget annuel de l'ANA, c'est 800 millions d'euros, qui permet de traiter à peu près 104 000 logements par an, dont 75 000 sont des logements qui sont traités pour améliorer la performance énergétique. Donc le volume de logements traités par le biais de l'ANA pour l'amélioration de la performance énergétique représente une part importante. Que l'EPF s'est engagé avec le programme déjà revitalisation des centres-bourgs sur la question urbaine, centre-bourg, centre-ville, et cette action cœur de ville, pour nous, s'inscrit vraiment dans la poursuite de cette reconquête des centres-villes qui souffrent de toutes les difficultés qui ont été évoquées en introduction, sur notamment la qualité du logement, la difficulté éventuellement, la difficulté commerciale. L'EPF travaille aujourd'hui beaucoup sur ces questions, est prêt à mettre son ingénierie, ses moyens à disposition du projet pour des parties de projet qui seraient conduites effectivement sous maîtrise d'ouvrage public, bien sûr. C'est les seules conditions dans lesquelles nous sommes capables d'agir, mais travailler sur ces questions aussi de maîtrise foncière par exemple, pour des questions de résorption d'habitat, de partie d'habitat insalubre ou que sais-je. On est en train de travailler, de réfléchir à la manière d'accompagner aussi les collectivités sur ce sujet. Et le projet Action Cœur de Ville est à l'évidence un moment pour lequel on sera tout à fait désireux de mettre nos moyens et notre réflexion à disposition de la commune. Imaginez, évidemment, il y a la question opérationnelle, je l'entends avec les bailleurs, avec les constructeurs, mais pourquoi pas déclencher aussi des situations de R&D expérimentales plus liées à la recherche qui permettraient de générer à terme des situations de disruption, d'innovation dans le domaine du logement et notamment de la réhabilitation. Donc sachez que voilà, il y a tout un écosystème que peu de régions françaises peuvent activer, qui dans le Grand Est est très, très mobilisé, et qui peut-être pourrait lancer quelque chose sous une autre approche. C'est sûr que ce serait des laboratoires avec des chercheurs, avec des étudiants sur des opérations, des chantiers démonstrateurs sur l'île, sur sa ville. L'idée, c'est un peu un pari, ça relève du pari de Pascal. L'idée, c'est que le bâti reconstruction peut, tel qu'il est aujourd'hui, être isolé de façon satisfaisante, coûteuse nécessairement, tout en préservant sa qualité architecturale. Et donc, pour ça, on a besoin d'innover, de structurer des filières qui n'existent pas complètement encore aujourd'hui, et d'imaginer de travailler avec vous de façon à ce que ce qu'on fera, et qui devrait être prioritairement de l'isolation par l'extérieur, sauf à perdre des volumes importants dans les appartements, ne dénature pas l'aspect de cette architecture. Je prendrai un deuxième exemple, et c'est un vrai défi. Ça relève du pari pascalien, en l'occurrence, qu'on fait ensemble. Deuxième constat qu'on fait, une partie de la vacance commerciale s'explique par la faiblesse, l'inadaptation des surfaces qui sont mises à disposition des commerçants. Et notamment le fait, c'est particulièrement marqué rive gauche, mais ça se retrouve aussi rive droite, que les surfaces qui sont disponibles sont trop petites par rapport à ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui pour un commerce et pour la plupart des activités. On a, je prends l'exemple de la rue dans laquelle Jean-Noël intervient et dans laquelle j'habite, on a vraiment cette physionomie très classique, rue d'Alsace, des toutes petites cellules commerciales disponibles les unes à côté des autres, qui sont très peu attractives, et c'est une réalité. Là aussi, pour pouvoir les travailler et imaginer des cellules plus vastes, il faudra qu'on imagine les choses avec vous, de façon à ne pas dénaturer une partie de la ville qui est un peu plus ancienne, ou la partie reconstruction, avec toute l'attention au second œuvre qui est nécessaire aussi dans les interventions qu'il faudra qu'on fasse porter ensemble. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup entendu dans ce qui a été dit par les trois opérateurs, c'est qu'il y a de la place, une place importante pour l'initiative privée. Et c'est l'un
Pour le moment, on n'a pas encore... alors, il y a un certain nombre d'acteurs privés qui sont déjà indirectement présents ici autour de la table, mais il faudra qu'on puisse associer, y compris des promoteurs, des gens qui sont capables de porter des projets importants en centre-ville, et leur faire comprendre que, y compris pour eux, ça peut être très intéressant et ils peuvent avoir un effet levier qu'ils n'ont pas aujourd'hui dans les conditions actuelles du marché. Ça, c'est important de le faire comprendre. Nous, on a toujours, pour ce qui nous concerne, considéré que la préoccupation patrimoniale n'était pas un frein à l'innovation, c'est tout le contraire. On est plutôt, j'en parlais encore au CRP, au Comité régional de l'architecture et du patrimoine l'autre jour, on fait appel des décisions des ABF. Je disais que chez nous, j'en suis membre, pas très longtemps, chez nous, on conserve toujours au préalable. On tient en général assez bien compte de ce que vous préconisez. On voit plutôt l'ABF comme de l'ingénierie qui est mise à notre disposition que comme un frein. Et c'est bien comme ça que je souhaite vous associer, y compris aux réflexions qui seront menées par le Toit Vosgien, soit sur de la construction de grande hauteur sur les quais, quai Carnot, soit sur de la rénovation de façon expérimentale d'abord tout de suite dès cette année avec l'acquisition d'un logement routière, et puis de façon plus massive ensuite à travers des acquisitions dans les rues principales de la ville. Et puis l'objectif aussi, c'est que chacun comprenne qu'il y a une volonté forte de plusieurs partenaires différents avec des financements extrêmement puissants. L'enjeu n'est pas mince, il s'agit de faire pour le centre-ville de Saint-Dié ce qui a été fait par exemple pour Kellermann, si on y réussit. En termes de mobilisation d'argent public, c'est de faire une forme d'enrue du centre-ville sans agence, autonome, mais avec une multitude de partenaires. Et s'il y a une occasion de le faire, c'est maintenant. Ce ne sera pas dans 4 ou 5 ans ou dans 10 ans. Donc cette chance, il faut la saisir. De toute évidence, moi je l'ai dit à plusieurs des personnes qui sont ici autour de la table, dans les 222 villes, Saint-Dié a été identifié pour tout un tas de raisons comme une des opérations qui pourrait permettre d'avoir des résultats visibles, sensibles, le plus vite et de la façon la plus spectaculaire. Je me suis même permis, pour mettre la pression un petit peu à tout le monde, dans le courrier que j'ai envoyé au Président de la République, de l'inviter par avance à constater les effets de ce programme. Et je vous livre la formule de réponse assez longue à laquelle j'ai eu droit. Sachez que j'ai bien pris note de votre invitation. Voilà. Donc, l'objectif, c'est que s'il y a une nouvelle visite dans 3 ans, par exemple, si on s'aligne sur la durée des mandats, ou dans un an, eh bien, qu'on puisse avoir des choses très visibles et très sensibles, et que ce volontarisme aussi soit compris par les habitants. Parce que l'un des objectifs aussi à travers ce programme, c'est de redonner de l'espoir, du dynamisme à un bassin qui est en voie aujourd'hui, qui est en transition et qui est en voie de redressement, mais à qui il manque peut-être le déclic psychologique que ce programme peut amener aujourd'hui. Donc je crois qu'on en est tous conscients. Maintenant, voilà, on parlait de comité de projet, c'est vraiment un comité de projet et un comité de mission, et pas de gestion.